Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merci à vous en présentiel et également en distanciel de vous joindre à nous sur votre pause déjeuner pour cette première web émission dans le cadre du projet DINUSA. Alors, DINUSA, ce projet qui signifie formation des dirigeants au numérique en santé, il est porté, comme vous le savez, par l'EHESP en partenariat avec l'ANAP, avec l'École des mines de Saint-Étienne et avec l'Université de technologie de Compiègne. Et il fait partie, ce projet, des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. À ce titre, il est soutenu par une aide de l'État qui est gérée par l'Agence nationale de la recherche. Alors, concernant les objectifs d'INUSA, il vise à accroître les compétences en santé numérique des cadres dirigeants des structures sanitaires, médico-sociales et de soins primaires, et puis de les doter surtout d'outils concrets pour accompagner les équipes au quotidien dans ces mutations technologiques et organisationnelles. Et c'est dans ce contexte que l'ANAP a le plaisir de vous proposer ces deux web émissions. Donc la première aujourd'hui sur la transformation des métiers et des organisations par le numérique, et puis la deuxième qui aura lieu le 5 novembre prochain sur les enjeux managériaux et les retours d'expérience terrain. Quant à moi, je suis Mathilde Dumont, donc je suis experte au sein du pôle ressources humaines de l'ANAP et j'aurai le plaisir de vous accompagner sur ces deux web émissions. Alors, quelques objectifs pédagogiques pour aujourd'hui. Le premier, ça va être de comprendre les enjeux organisationnels de la transformation numérique. Le deuxième, identifier les évolutions des compétences et plus largement des métiers liés à l'intégration à la fois du numérique, de la data et de l'intelligence artificielle dans nos structures. Et puis aussi, s'approprier les clés pour se saisir des nouvelles possibilités qui sont offertes par ces mutations et aussi vous permettre d'anticiper les défis managériaux qu'elles posent. Alors, je vous propose de vous présenter rapidement nos intervenants avant de passer au début des présentations. Donc, nous avons Sylvie Grastier, qui est experte au sein du pôle performance des ressources humaines de l'ANAP et qui est spécialiste sur les méthodes de travail collaboratives et sur la gestion des emplois et des compétences. Nous avons Sylvain Delair, qui est directeur du pôle data de l'ANAP et jusqu'à il y a quelques mois, directeur du contrôle de gestion et data au CHU de Grenoble. Nous avons François Strand, qui est responsable de projet innovation chez Etikia, où elle accompagne les acteurs de l'IA autour des enjeux de gouvernance, de stratégie et d'éthique. Et puis à distance, nous avons le docteur Mylène Mabille, qui est radiologue, PH à la PHP et qui est aussi experte à l'ANAP. Et puis comme Mylène, vous êtes nombreux à vous être inscrits pour nous suivre à distance via Teams. Alors n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission et puis nous prendrons un temps en fin d'émission pour y répondre. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Sylvie, avant d'aborder la question des métiers, vous nous proposez de regarder comment nos façons de travailler évoluent. Les outils numériques, on le sait, bouleversent nos habitudes et Sylvie, vous allez nous montrer ce que cela signifie très concrètement en termes d'organisation, de communication et même de culture managériale. Donc, je pense que là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais l'idée, c'est de résumer un peu les outils qui sont à notre disposition maintenant, les outils numériques, donc les outils de visioconférence. Il faut savoir quand même que à l'hôpital, il y a eu un pas de géant franchi grâce au Covid, puisque quand on a été confiné il y a 5 ans, il y a eu une accélération massive des recours à la visioconférence et ça, voilà, un mal pour un bien, c'est un des bénéfices de la crise, en tout cas, c'est l'accélération donc des outils de visioconférence, les messageries instantanées. Vu l'âge de l'audience, je pense que vous en savez plus que moi sur le sujet. Les plateformes collaboratives et puis les outils de co-design et de co-création, tableau blanc, les outils de mind map, les cartes mentales, qui permettent de travailler tous sur les mêmes documents et les mêmes outils. Ces outils donc nous permettent plusieurs choses. Ils facilitent le travail à distance et donc ils aident aussi au développement du télétravail. Ils accélèrent les échanges. Le chat, effectivement, ça va plus vite que le mail. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, on avait des fax. Donc voilà, le temps s'accélère et les échanges s'accélèrent aussi. Et puis le partage d'informations et de documents en temps réel, c'est aussi un des bénéfices de ces outils. Donc ces outils, donc nouveaux outils, nouvelles pratiques et notamment collaboratives, ça c'est vraiment une dimension extrêmement importante.
notamment dans le milieu hospitalier et médico-social où il y a une tendance naturelle au travail en silo. Là, on a des outils qui nous aident à briser les murs entre les départements et ça favorise donc le travail en équipe et à distance. On peut avoir des gens sur place et des gens qui sont chez eux et faire du travail d'équipe quand même. Les projets multisites qui sont très répandus aussi dans le milieu hospitalier peuvent être co-construits et gérés grâce aux outils dont on vient de parler. Donc la réduction des silos organisationnels, de ce dont je vous parlais, et vous connaissez tous les exemples, donc les réunions hybrides, les groupes de travail transversaux autour des tableaux blancs, et le partage de documents et de suivi collaboratif auquel chacun peut contribuer de sa place. Donc les outils c'est bien, néanmoins ça s'accompagne aussi d'une culture et d'une façon de travailler et de manager qui doit évoluer par rapport aux pratiques historiques. Donc avoir les outils nécessite aussi d'accompagner l'organisation dans son évolution et d'adapter les processus qui sont à l'œuvre, faire évoluer la culture managériale, le manager. Bien que on pourrait penser en voyant la photo qu'il a une massue pour taper sur ses collaborateurs, le manager doit changer sa façon de travailler. Il doit promouvoir la responsabilisation, l'autonomie, la confiance. Sinon, ces outils ne servent à rien. Et l'établissement ou l'institution doit aussi accompagner et former les utilisateurs pour la plupart, et en particulier pour les professionnels un petit peu, je ne vais pas dire âgés, mais expérimentés, il y a une bascule à faire. Et autant les jeunes qui arrivent dans l'entreprise ou dans l'organisation n'ont pas besoin de formation, les personnes qui sont en poste depuis longtemps, il faut les accompagner, il ne faut pas croire que tout ça, c'est inné. Donc en conclusion, le numérique, c'est un levier extraordinaire pour collaborer. Néanmoins, il faut bien garder en tête, surtout que vous êtes les dirigeants de demain, que les mettre à disposition, ça ne suffit pas. Il faut accompagner les utilisateurs et les professionnels à travailler dans des nouvelles organisations et aussi à s'approprier la manipulation. Merci Sylvie. Alors, un exemple très concret des nouvelles organisations de travail par le numérique, c'est le télétravail. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'hôpital, c'est possible ? Et même pour les soignants, est-ce qu'on peut l'envisager ? Alors je ferais bien, on n'est pas nombreux, mais je ferais bien un petit test à main levée. Qui pense que le télétravail pour les soignants à l'hôpital, c'est possible ? Pas beaucoup de monde. Personne. Donc en fait, à la NAP, on a fait un travail justement sur le déploiement du télétravail en établissement de santé. Donc c'est une brochure que vous pouvez télécharger, donc ça ressemble à ça. Et à l'intérieur, vous avez un petit livret qui reprend donc le schéma que vous voyez là, et qui, en fait, pour chaque type de métier, différencie les différentes activités et évalue la télétravaillabilité des missions ou des tâches, ce qui permet de découper les missions. Donc là, vous avez tous les métiers. Je pense que pour moi, c'est un peu petit. J'espère que vous pouvez lire. Et voilà, vous voyez, on s'est approprié PowerPoint, on fait des animations. Et là, vous avez par exemple les métiers de la filière soignante et médico-technique. Alors évidemment, les métiers pour lesquels c'est 100% auprès du patient, il n'y a pas moyen de télétravailler. En revanche, il y a quand même des métiers, si vous prenez par exemple l'exemple d'infirmier ou de IPA, où il y a des activités administratives ou de recherche ou de production de contenu qui peuvent être faites à distance. Alors évidemment, on ne parle pas de 2 jours par semaine, mais ça peut représenter une journée par mois. Et il faut bien garder en tête que le télétravail, c'est aussi un critère de rétention du personnel et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc il ne faut pas faire l'économie de cette réflexion, même si voilà, vous avez les psychologues qui, dans l'absolu, pourraient tout faire à distance. Il y a quand même des personnes dans la filière de soins qui peuvent télétravailler pour certaines parts de leurs activités. Merci beaucoup Sylvie. On va se tourner maintenant vers une spécialité qui s'est
très très vite saisi des possibilités qui sont offertes par le numérique et c'est l'imagerie médicale. On a Mylène qui va nous rejoindre à distance et Mylène qui a vécu la transition de l'analogique au numérique et puis aujourd'hui l'arrivée de l'IA. Et Mylène va nous partager son retour d'expérience et nous montrer comment ce virage a finalement transformé à la fois les pratiques, les compétences, les métiers et aussi les organisations. Merci Mathilde. Vous voyez mon diaporama? Oui. Ok. Donc oui, effectivement, on a choisi de vous parler sous l'angle du retour d'expérience de l'imagerie médicale, parce qu'au regard de la jeunesse de la spécialité, qui n'a que 130 ans de recul entre la première radiographie sur plaque photographique avec 25 minutes de pause et une radiographie moderne avec IA embarquée qui permet de faire une prédiction sur l'âge osseux, c'est effectivement une très courte période. Et au regard de ça, le virage numérique est déjà loin dans le passé puisqu'il a eu lieu en 1980, à l'époque où internet n'existait pas encore, où le disco venait de mourir. Donc c'est vraiment une révolution à l'époque, avec en premier lieu une réduction des risques de perte des données médicales, puisque c'était le gros problème de dégradation des films, de perte des films. Et ça a permis vraiment de sécuriser les dossiers médicaux sur le versant imagerie. Ça a aussi permis une simplification des échanges entre les acteurs du soin, puisqu'on a pu commencer à partager, une fois qu'Internet était fonctionnel, les images entre spécialistes, d'abord par les réseaux d'experts, et ensuite plus largement. Et puis enfin, la troisième chose qui a vraiment beaucoup révolutionné la pratique, c'est l'apparition des premiers PACS. Pour nous, en fait, ce sont des systèmes d'archivage et de communication des images, rien à voir avec le mariage. Ça voulait dire aussi faire du stockage des films physiques, qui pouvaient prendre des salles entières, voire des bâtiments entiers précédemment. Fin aussi de la nécessité d'avoir une filière d'élimination des films et d'avoir également des produits qui étaient très toxiques pour leur développement. Donc du point de vue du patient, que de l'amélioration, meilleur délai diagnostic, meilleure coopération, meilleur accès à l'expertise. Finalement, le seul bémol, c'était que ça devenait plus difficile d'ouvrir une porte claquée, mais sinon, tout était bien du côté du patient. Côté professionnel, en revanche, ça a quand même modifié beaucoup de choses, et ça, on n'avait pas forcément anticipé. La première chose qui est la plus évidente, c'est qu'il a fallu former tous les professionnels à l'utilisation des équipements numériques, y compris en ce qui concerne l'utilisation des machines, puisque les réglages sont un peu différents quand on fait la radio en numérique par rapport à l'analogique. En imagerie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut digitaliser absolument tout le parcours de soins. Au début, vous avez la possibilité de faire une prise de rendez-vous en ligne. Vous avez ensuite une dématérialisation complète des demandes qui sont inscrites dans notre système d'information radiologique. Lors de la prise en charge des patients, les examens sont paramétrés, bien sûr numériquement, mais il y a aussi une aide au positionnement du patient, voire des tutos en direct pour positionner les patients, de l'IA embarquée absolument partout, que ce soit dans l'économie de temps, dans l'amélioration de la qualité image, dans le post-traitement des images que le numérique a rendu possible, et aussi dans l'interprétation. Et en ce qui concerne la partie compte-rendu radiologique, on est maintenant tous équipés avec des dictées numériques qui ont initialement remplacé les dictaphones, qui maintenant sont des dictées numériques à reconnaissance vocale, et même encore aujourd'hui continuent à évoluer puisqu'on commence à être maintenant en langage naturel en ce qui concerne la dictée des comptes rendus. En ce qui concerne la restitution, c'est la même chose, c'est complètement digitalisé, avec la possibilité de partager les images via des serveurs de résultats aux patients, mais aussi de les partager avec d'autres radiologues ou d'autres spécialistes, notamment quand on fait des staffs interprofessionnels ou des RCP. On peut maintenant visualiser facilement en webconférence les examens. Il y a aussi une partie gain de temps, optimisation des équipements, avec la télémaintenance, donc la réparation à distance, mais aussi le télémonitorage préventif. Ça veut dire avoir embarqué des systèmes qui permettent de prédire l'usure des pièces, la nécessité de changement d'une partie de l'équipement, et donc de réduire au maximum les incidents, les pannes non prévues, et de diminuer les temps de réparation des équipements. Enfin, sûrement quelque chose que vous avez sûrement rencontré déjà dans les pratiques, la téléradiologie, qui est devenue une part importante de l'activité des radiologues
C'était dans les pratiques depuis très longtemps, puisqu'on avait commencé avec la possibilité de transférer les images, à utiliser de la téléradio, surtout pour les comités d'experts, pour pouvoir colliger les dossiers, notamment dans les cas de pathologies rares. Maintenant, depuis plus de 15 ans, ça fait vraiment partie de l'activité des radiologues. Au départ, pour des questions de démographie, pour pouvoir répondre quand même à la demande, aux besoins en RH radiologues dans des territoires qui étaient pauvres en démographie médicale, mais aussi au sein des établissements pour faciliter l'activité et permettre aux radiologues d'avoir une partie, on parlait tout à l'heure de télétravail, d'avoir une partie de télétravail dans leurs activités. Alors évidemment, quand on parle de transformation des pratiques, ça veut dire aussi qu'on va réorganiser les tâches. Là, pareil, il y avait une partie très intuitive, hein, la partie imagée de l'iceberg. Il y a des tâches qui vont disparaître. Au premier chef, la frappe des comptes rendus, ce qui inquiétait un peu d'ailleurs les secrétariats à l'époque. On ne va plus être obligé de frapper les comptes rendus, donc on va gagner du temps secrétaire. Idem, on ne va plus avoir besoin de développer des images, donc on va passer moins de temps dans les chambres noires, on va gagner du temps. Ce qu'on n'avait pas anticipé, en revanche, c'est qu'il y allait des tâches qui allaient augmenter. Notamment, le rendez-vous, c'est un bon exemple. Sur la prise de rendez-vous, les canaux se sont multipliés. Avant, les gens se présentaient à l'hôpital où il y avait à la rigueur le téléphone. Maintenant, on peut prendre des rendez-vous sur les plateformes en ligne, par mail, parfois sur le site de l'hôpital, en plus du téléphone et des rendez-vous physiques qui n'ont pas disparu. Donc tout ça, ça s'est multiplié avec une nécessité de traiter tous ces canaux et donc de dégager du temps secrétariat supplémentaire. Il y a eu également une modification de tâches avec notamment une extension de l'identitovigilance. Avant, en gros, on contrôlait l'étiquette et le patient. Maintenant, il faut vraiment contrôler système par système que l'identité est bien la même dans tous les systèmes qu'on va utiliser. Ce qui oblige à développer une sécurité et une hygiène numérique. Et là est apparue typiquement une tâche complètement nouvelle. Je vous ai parlé des PACS tout à l'heure. Maintenant, on a ce qu'on appelle des paxeurs. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des manipulateurs, parfois des secrétaires, mais plus rarement, qui s'occupent de maintenir le PACS propre. Parce qu'une fois qu'on est passé à un système commun, où on pouvait avoir absolument tout l'historique des patients, chacun a commencé à y ajouter toutes les images qui lui tombaient sous la main, sans forcément se préoccuper du rapprochement des dossiers et de vérifier qu'il y avait une homogénéité. On parle d'un temps où il n'y avait pas d'INS, hein, évidemment. Donc la dénomination des patients pouvait être différente d'un hôpital à l'autre, et vérifier qu'un dossier était bien le bon nécessite un rapprochement. Tout ça, c'est une tâche qui est apparue avec le PACS et qui est une nouvelle tâche qu'on n'avait pas forcément mesurée. En substance, on a vu évoluer les compétences et les métiers. Là où on pensait que peut-être il y aurait des suppressions, il n'y a pas eu de suppression. Il n'y a pas eu non plus de création, mais il y a plutôt une reconfiguration des rôles existants. Moins de silos, moins de segmentation, plus de partage des tâches qui sont spécifiques au numérique, dont ces tâches PACS dont je viens de vous parler. Nécessairement, ce qui va avec, c'est un besoin d'éducation aux bonnes pratiques du numérique. Et là, effectivement, si les manip radio et les radiologues sont souvent assez technophiles et un peu geeks, on s'est aperçu qu'il y avait souvent un décalage par rapport aux habitudes des correspondants qui aiment bien continuer à nous envoyer des demandes manuscrites qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Pour tout ça, bien sûr, ça implique un fort besoin d'accompagnement managérial. Et donc, quand on dit managérial, ça veut dire aussi l'encadrement du service. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que quand on choisit un cadre en imagerie, il est évidemment préférable que ce soit quelqu'un qui comprenne tout ça et qui ait cette culture du numérique et de la digitalisation du parcours. Donc c'est pour ça qu'on préfère, clairement, avoir des cadres issus du métier manip. Un très bon exemple qui illustre très bien le parcours entre l'analogique et le numérique, c'est la demande. Avant, on avait une demande papier qui était une sorte de fiche navette, en fait, où tout le monde gribouillait sa partie. C'est-à-dire que le patient arrivait avec, le bureau des rendez-vous commençait par noter dessus l'heure et la date du rendez-vous. Le radiologue récupérait ensuite, au retour du patient, la demande pour écrire dessus son protocole. Le manip récupérait le protocole, écrivait la dose, écrivait le produit de contraste utilisé. Ensuite, le compte-rendu était dicté et l'ensemble était associé dans une pochette avec les fils. En passant au numérique, cette chronologie qui était très intuitive et qui était portée par cette fiche navette a complètement disparu. On se retrouve finalement avec chacun qui travaille sur un logiciel. Certains sont interfacés, heureusement, sinon ça ne fonctionnerait pas. Mais il n'y a plus ce côté très chronologique. Ce qui implique qu'on doit savoir à tout moment qui fait quoi, comment et via quel système. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à construire et à écrire.
L'autre chose qu'on a pu remarquer lors du déploiement du numérique, c'est que les infrastructures n'ont pas forcément suivi l'évolution. On a eu des surdimensionnements, c'est-à-dire comme je vous le disais, plus de chambres noires, plus de chambres claires, plus besoin des négatoscopes, sauf peut-être en mammographie. Et donc on se retrouve avec des mètres et des mètres carrés qui ne sont plus utilisés, des matériels qui sont inutiles, sauf si vous voulez faire une luminothérapie pour dépression. Et puis, à contrario, on a eu une sous-évaluation de la croissance numérique avec une insuffisance d'espace physique pour les bêtes serveurs, une insuffisance de capacité d'archivage et de stockage des images, notamment, qui sont très lourdes, en particulier quand on fait des post-traitements ou de la vidéo. Et puis, un défaut d'adaptation des outils, d'une part téléphonique, pour gérer l'ensemble des canaux de rendez-vous et aussi de transmission. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des images numériques, de pouvoir les télétransmettre et les observer de n'importe où, à condition d'avoir une télévision connectée dans la salle de SCAF, sinon ça risque pas de fonctionner. Donc ce retard d'adaptation structurelle, il persiste encore, malgré une maîtrise au quotidien des usages numériques. En conclusion, et c'est pour ça qu'on vous a proposé ce retour d'expérience, l'imagerie peut être considérée comme une sorte de référence pour visualiser ce que sera l'hôpital tout numérique. Ça permet quand même de constater qu'il y a certaines choses qui sont perfectibles, sous un modèle qui est quand même avancé en termes de digitalisation des parcours, mais aussi en termes d'intégration de l'IA, puisqu'on est la spécialité qui a le plus d'algorithmes. Donc c'est très intéressant aussi. Il nous reste quand même des enjeux à gérer dans le futur. Je vous parle d'IA, notamment de bien maîtriser les enjeux éthiques, les enjeux de contrôle humain, les enjeux médico-légaux de l'intelligence artificielle. Un enjeu qui était déjà présent avant le passage au numérique et la maîtrise de la pertinence des actes s'est trouvé encore plus présent à cause de cette facilitation de la demande via les canaux numériques. Ça nous oblige à plus de vigilance et ça reste quelque chose qui est très actuel. Le projet Dreambox, qui est actuellement en cours de déploiement, qui va permettre d'avoir les images partout sur le territoire. L'objectif est aussi là, de maîtriser la redondance des actes, puisque actuellement, malheureusement, il y a certains patients qui refont leurs examens, faute de partage de ces images. Et enfin, depuis 2020-2021, les radiologues se sont saisis aussi de la dimension écologique, puisque ce tout numérique, ça a quand même une empreinte, et donc on veut essayer de maîtriser davantage nos usages, pas que dans ce domaine-là, mais en particulier dans ce domaine-là, pour essayer d'être vert. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Mylène. Donc oui, comme le disait Mylène, l'imagerie, c'est vraiment la référence d'une transition numérique qui est réussie, mais qui nous montre un petit aperçu de tous les enjeux qui nous attendent sur les métiers de l'hôpital. Et puis finalement, ce que vous allez nous expliquer, Françoise, c'est que c'est un petit peu ce que vont vivre tous les métiers, à différents degrés, c'est sûr. Mais il nous faut toutefois une méthodologie pour identifier et pour accompagner ces mutations. Et c'est ce que vous allez nous présenter. Oui, merci Mathilde. C'est vrai que l'impact du numérique sur le métier du sanitaire et du médico-social, c'est un sujet à la fois d'actualité et structurant pour l'avenir des établissements. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'espoir, mais également beaucoup d'interrogations fortes, voire de l'inquiétude, dans le sens où dès que ça touche à l'organisation du travail et aux compétences, il y a ces réactions-là qui sont légitimes. Et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous faire un état un petit peu, un état des lieux sur ce qui peut se faire actuellement avec une méthodologie pour analyser l'impact justement du numérique sur les métiers et de pouvoir anticiper pour mieux accompagner la transformation des métiers. Alors, au niveau de la transformation du secteur, ce qu'il faut voir, c'est que la diffusion du numérique, elle transforme le secteur à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau côté soins. L'objectif ici, c'est bien sûr de ne pas remplacer les professionnels de santé. On est plutôt sur une logique où on va débarrasser les soignants de tâches routinières, de tâches chronophages pour pouvoir faire en sorte qu'ils se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc on n'est pas sur une logique de substitution à proprement parler, mais plutôt de complétion sans disparition de la spécialité médicale. Et c'est le cas notamment, il y a des secteurs qui sont plus impactés que d'autres, comme l'a souligné le docteur Mylène Mabille, en imagerie médicale, où là on a beaucoup de solutions qui sont déployées et qui justement libèrent, qui vont aider justement le diagnostic pour les soignants.
Au niveau justement des fonctions support, là aussi on a beaucoup d'outils qui vont faire gagner du temps pour les tâches administratives, les tâches logistiques, par justement des solutions comme par exemple l'automatisation de la prise de rendez-vous, tout ce qui est planification au niveau des examens. Et la contrepartie justement de l'utilisation de ces solutions, c'est que ça a des effets assez lourds sur le personnel non médical, et c'est justement sur ces fonctions-là que l'impact potentiel du numérique et de l'IA est élevé et mérite une approche justement précise et chiffrée en termes de ressources humaines. Et du coup, il y a une méthodologie parmi d'autres, ce n'est pas la référence, mais c'est pour vous démontrer comment on peut justement analyser l'impact. C'est une méthodologie issue d'une étude de l'Institut Montaigne qui date de 2019, donc vous voyez qui date. Et à l'époque, cette étude préconisait déjà une étude d'impact pour justement accompagner le déploiement de l'IA et la robotisation dans le domaine des métiers de la santé. Et ce travail, il était initié par une minorité d'acteurs à l'époque, et il avait pour objectif d'envisager une stratégie d'accompagnement en prenant en compte 3 dimensions en matière de gestion RH, à savoir la formation, l'adaptation des RH et tout ce qui est transformation des métiers. Et comme vous le voyez, ça se passe en 6 étapes. La première étape consiste à recenser les effectifs par catégorie professionnelle du secteur de la santé. La deuxième étape consiste à répertorier justement les métiers appartenant aux catégories professionnelles. Par exemple, pour le personnel paramédical, on va se référer au répertoire des métiers de la fonction publique. Étape 3, on va identifier les activités ou les tâches qui correspondent à chaque métier. Et ça rejoint à ce que disait le docteur Mabi à l'instant, c'est qu'on fonctionne par tâche et pas par métier. Et pour ensuite, justement, déterminer le taux de substitution du numérique dont l'IA pour chaque activité identifiée. Et ça va permettre justement par la suite d'identifier le taux de substitution au niveau global par rapport au métier et ensuite faire des scénarios d'impact. Pour vous illustrer justement cette méthodologie, on a pris l'exemple du poste de secrétaire médical qui va permettre d'illustrer justement cette méthodologie. En première étape, donc on voit que la secrétaire médicale fait partie de la catégorie des personnels administratifs et médico-administratifs. Et dans le secteur public, ces effectifs sont recensés notamment au niveau de la fonction publique hospitalière dans la filière administrative. Et pour ce poste de secrétaire médical, on a décliné 10 activités que vous voyez, dont notamment l'accueil physique et téléphonique des patients et des familles, la conception et la rédaction de documents, la prise de notes, frappe et mise en forme de documents, etc. Donc on a décliné les différentes tâches. À l'étape 4, on va déterminer le taux de substitution par l'IA de chaque activité identifiée. Donc je vous propose de regarder le petit tableau en bas à gauche. Le taux de substitution, il va être calculé à partir d'une échelle de substitution potentielle qui va comprendre 3 niveaux, donc fort, moyen, faible. Et ces niveaux, en fait, ils vont être établis à partir de différents critères que sont le niveau de maturité du marché, l'acceptabilité sociale, est-ce que l'outil, une fois déployé, sera facilement accepté par les équipes, mais aussi le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement à court terme sur le plan économique, donc gain financier, gain de temps, pour la qualité des soins. Le but, c'est vraiment de pouvoir décliner pour chaque activité du métier le niveau d'impact à partir d'une borne haute et d'une borne basse. Si on passe à l'étape 5 maintenant, pour mesurer le taux de substitution pour le métier, toujours dans cette approche méthodique, il s'agit de mesurer le taux de substitution pour le métier global en divisant le nombre d'activités fortement exposées à court terme sur le nombre total d'activités du métier. Donc vous voyez sur la colonne de droite, sur les 10 activités déclinées pour le poste de secrétaire médical, on en a 6 exposées, fortement exposées, ce qui fait un taux de substitution potentiel de 60%. Encore une fois, c'est un potentiel de substitution. Ça va dépendre du coup du choix de la stratégie de l'établissement qui va décider pour les organisations concernées. Cette approche, en fait, qui date de 2019, aujourd'hui est toujours valable. Elle va permettre de réaliser des scénarios d'impact et de pouvoir devenir un support
à l'accompagnement de la transformation des métiers au sein de l'établissement pour justement anticiper les effets du numérique sur certains postes et comment redéployer, comment accompagner à la formation les différents métiers. Du coup, vous voyez les impacts. Petit aparté, c'est vrai que quand j'expose cette méthode-là, souvent une des remarques qui est faite, et je comprends totalement, c'est que c'est une approche un peu de rationalisation comment dire, des tâches, et on a le côté un petit peu déshumanisation. Là où il faut changer d'approche, c'est que dans tous les cas, lorsque vous déployez du numérique ou des solutions d'IA, par exemple, le fait de faire une analyse d'impact en amont est nécessaire pour éviter de déployer de manière brute des outils et que ce ne soit pas accepté et justement de subir les effets de désapprobation par la suite. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre justement de sécuriser par la suite le parcours des professionnels. Petit aparté. Au niveau justement des impacts de ces outils numériques, se pose la question de la formation. Et la formation, c'est vraiment l'outil clé dans le sens où aujourd'hui, toute personne qui n'anticipe pas le déploiement du numérique, dont l'IA sur ses différentes fonctions, prend le risque de voir ses compétences de devenir obsolètes par la suite. Il est donc vraiment important d'accompagner les transactions induites par le numérique, par l'IA, en sécurisant les parcours des professionnels de santé, aussi bien à l'intérieur des métiers qui vont se transformer, mais aussi en facilitant la mobilité professionnelle vers d'autres métiers et d'autres secteurs d'avenir. Et ça, Sylvie, je vous laisserai en toucher deux mots par rapport aux métiers émergents. Et donc, c'est vraiment comment dire, important de garantir, justement, la question qu'il faut se poser, c'est comment garantir une utilisation éthique et efficace des nouvelles technologies en justement assurant une formation adéquate des professionnels de santé. Et pour réussir cette transition, justement, il va falloir inscrire l'IA dans les référentiels de formation continue, de formation initiale, mais également de développer des compétences transverses. Quand on parle de développer des compétences transverses, ça va être par exemple tout ce qui est développer l'esprit critique. Notamment, si on prend l'exemple de déployer de solutions d'IA, connaître les enjeux éthiques et juridiques, pas tomber dans la dépendance, par exemple, par rapport à la solution, avoir ce recul, développer une pensée systémique, mais aussi tout ce qui est coopération et travail en équipe pluridisciplinaire. Et ça, c'est un point qui est important aujourd'hui, de pouvoir travailler tous ensemble avec le développement d'un vocabulaire commun. Parfois, par rapport à différents corps de métier, on va désigner la même chose, mais sous des mots différents. Et si on prend l'exemple de l'imagerie, aujourd'hui, les professionnels, les radiologues, avec le déploiement de ces solutions-là, vont devoir être amenés à développer des compétences plutôt sur l'interprétation des résultats ou des compétences de coordination et justement le maintien du contact humain. Le but aujourd'hui, c'est vraiment d'assurer un combo équilibré entre humain, numérique, humain, machine. Et du coup, ça pose aussi la question de, quand je vous parlais de garder l'esprit critique, c'est vraiment... Si on prend toujours l'exemple de l'imagerie, aujourd'hui, on a des solutions de plus en plus performantes en imagerie, mais pour autant, on n'est pas à l'abri de résultats tels que des faux positifs. Et c'est vraiment important de bien comprendre, de se former. Et petit aparté, comment dire, aujourd'hui, avec le règlement sur l'IA, il y a un article, qui est l'article 4, qui oblige que ce soit les concepteurs ou les utilisateurs de solutions à former leurs équipes sur, comment dire, et assurer justement à leurs équipes un niveau suffisant de maîtrise de l'IA. Donc ça oblige à comprendre au moins les enjeux éthiques et juridiques, avoir l'esprit justement critique pour bien utiliser et bien avoir la prise en main de l'outil. Un autre point important, c'est aussi redéfinir l'identité professionnelle. Quand on parle justement de la méthodologie que je vous ai exposée, qui paraît, comment dire, assez rationnelle, il faut compléter cette approche, parce qu'elle n'est pas parfaite, d'une réflexion autour du sens du travail, redéfinir les contours de l'identité professionnelle. Aujourd'hui, sur quoi on va se baser? Quelles sont les compétences tacites qu'on va devoir valoriser davantage, comme par exemple tout ce qui est intelligence émotionnelle, ou encore comment dire, l'intuition, l'éthique. Et ça, ce sont des choses à mettre en avant pour justement assurer ce combo équilibré entre l'humain et le numérique.
Et enfin, favoriser la formation sur le terrain en situation de travail, c'est-à-dire avoir une approche expérientielle pour vraiment avoir une démarche itérative pour voir le retour des différents participants à l'expérience. Donc, vous voyez, l'enjeu de la formation, elle est vraiment importante. Sécuriser les parcours des professionnels exposés et justement savoir comment redéployer les métiers et justement comment les diriger vers des nouveaux métiers. Et en parlant de nouveaux métiers, juste un petit mot, par exemple, au niveau des infirmières en fin de carrière, on a pu voir des redéploiements de leur métier sur des postes plutôt de care manager où elles étaient à la fin, du coup, en charge de la coordination de parcours de soins. Donc, c'est un bon exemple pour montrer le redéploiement. Donc, vous voyez, en conclusion, le numérique et dont l'IA, c'est pas un remède miracle, c'est pas une menace non plus. Par contre, ça pose des questions profondes en termes de sens du travail, des compétences et la place de l'humain. Il faut vraiment revoir ces points-là, d'où l'importance de la méthodologie de l'analyse d'impact, accompagnée justement de débats autour de l'identité professionnelle et des valeurs du travail. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Françoise. Vous montrez vraiment que derrière chaque transformation numérique, il y a une transformation humaine et qu'il est crucial d'anticiper pour sécuriser les parcours. Justement, au cœur de ces transformations, il y a un autre levier, la data. Alors, je ne vous apprends rien, hein, l'hôpital produit une masse considérable de données. Il paraîtrait logique que justement le numérique soit la solution pour pouvoir finalement exploiter toutes ces données. Mais en réalité, qu'en est-il aujourd'hui et quelle perspective? C'est ce que vous allez nous expliquer, Sylvain. Donc, merci Mathilde. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet qui est peut-être un petit peu plus difficile à cerner, un petit peu plus émergent quand on parle d'imagerie, puisque en fait, c'est quelque chose qui existe, l'exploitation massive des données, comme tu disais Mathilde, c'est quelque chose qui n'existe pas encore réellement à ce stade, en tout cas à mon sens, dans les hôpitaux et dans les établissements médico-sociaux. Alors, pourquoi en fait on se pose la question des données? D'où ça vient en fait cette question? En gros, ça vient tout simplement de l'existence de ces données, c'est tout bête, c'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, on a informatisé les établissements. Vous alliez dans un EHPAD, un hôpital dans les années 80, tout était au papier, c'était une culture orale, l'information s'échangeait comme ça. Et vous savez bien que depuis, particulièrement depuis la dernière décennie, tous les processus et tous les métiers ont été informatisés d'une façon ou d'une autre. Donc ça a commencé par les logiciels administratifs, puis après on a fini par le dossier patient, et puis petit à petit, tous les établissements s'y sont mis. La convergence des systèmes d'information au sein des GHT fait que même les petites structures ont été informatisés. Moi, en tout cas, je l'ai vécu au moment de la mise en place des GHT. Vous avez toujours, vous savez, un petit hôpital qui, en général, n'avait pas forcément une direction numérique. Là, avec les GHT et la convergence des SI, ils ont pu bénéficier des solutions de l'établissement support. Ce qui fait qu'en fait, on a complètement changé depuis 15-20 ans la façon de travailler des soignants et des médecins. Alors, là, je voulais donner 2 chiffres qui sont assez marquants. C'est la répartition du temps de travail, une estimation du temps de travail pour le personnel médical et le personnel soignant passé derrière un écran. Alors, j'ai pas la référence d'études, mais il y en a plusieurs, et je pourrais les donner par la suite, ça, si ça intéresse des gens. On estime que 50% du temps médical est passé derrière un écran, à renseigner des données sur un DP en général, sur différentes choses, et 35% du temps soignant. Ces 2 chiffres sont intéressants parce que, alors là je reprends mon ancienne casquette de DAF, mais quand on regarde ce que dépense un hôpital par an, 65% de ses dépenses, c'est du temps de travail, c'est une masse salariale. Donc si vous faites un calcul très rapide, on peut, en caricaturant un petit peu, se dire que 25% de l'argent que dépense un hôpital pour fonctionner, il est passé pour payer des gens à renseigner des données dans un logiciel. Alors, évidemment, se pose donc la question du retour sur investissement. Et donc, c'est assez simple d'imaginer que le retour sur investissement, il est bon quand on parle d'un logiciel administratif. C'est-à-dire qu'on est assez capable de comprendre que faire la paye à la main, comme dans les années 80, et passer sur un logiciel, on gagne du temps. Il y a un gain en productivité. Quand on est de la fiabilité, quand on est sur un service de soins, moi, qui ai vu dans mon stage un service qui fonctionnait sans DP informatisé, et puis après un service qui fonctionnait avec un autre, le gain, il n'est pas si évident que ça, en fait. Le gain, il est réel sur la saisie de l'information, le fait qu'on a une information stockée désormais, mais
c'est pas si évident. Et quand on parle de qualité de vie au travail, je pense que ça a bouleversé beaucoup les soignants, cette façon de se balader tout le temps dans les services avec un ordinateur portable, de renseigner les constantes au lieu de remplir une pancarte au pied du lit. Et donc, la question vraiment qui se pose, c'est quel est le retour sur investissement de tout ça? Pourquoi on fait rien de ces données? Et donc, c'est un peu le cheminement de cette présentation. C'est, en fait, on demande aux soignants et aux médecins de renseigner des données, on n'en fait rien. Pourquoi on n'en fait rien? Alors que pourquoi c'est utile surtout? Parce que la question, c'est pourquoi il faudrait les exploiter. Alors, rapidement sur une donnée, donc une donnée, c'est quoi? C'est une information, d'ailleurs, data en latin, et en anglais aussi, parce que les Anglais ont repris le mot latin. Ça veut dire, grosso modo, une information. Donc un hôpital, c'est un immense gisement d'informations, parce qu'en fait, moi qui étais dans l'éducation nationale avant, je peux vous garantir qu'il n'y a pas plus... il n'y a aucune organisation sur cette planète qui dispose de plus de données en interne qu'un hôpital, à taille comparable bien évidemment. C'est-à-dire que vous allez avoir des données textuelles, des données d'imagerie, des données administratives, des données de processus médico-techniques dans tous les sens, et particulièrement depuis l'informatisation. Et donc, cette information, auparavant, elle existait. Je parlais de processus oraux, c'est-à-dire que les gens, ils notaient sur papier, il y avait un échange oral, tu as des lits disponibles, oui, ok, d'accord, je mettais le patient, etc. Qu'est-ce qui change avec l'informatisation? C'est que la donnée, elle existe, elle est stockée, elle est résistante dans le temps, elle est réutilisable. On parle d'utilisation secondaire des données, c'est-à-dire que vous avez une utilisation primaire qui est, je renseigne une donnée dans un logiciel pour faire ma paye, pour faire mon mandat, pour faire le diagnostic de mon patient, ma prise en charge aux urgences, mais cette donnée, elle existe encore, elle est stockée, et on peut en faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est une information qui existe, qui est désormais accessible, et donc on peut la mobiliser. Et donc on appelle ça l'utilisation secondaire des données pour aller vite. Et donc ça, c'est le premier point. Et donc là, le deuxième point, c'est pourquoi il n'a été jamais aussi facile de les exploiter. C'est qu'en fait, quand on regarde et quand on s'intéresse à la question, cette masse absolument considérable de données, pour l'exploiter, il faut des outils, il faut des compétences. Et jusqu'à quelques années, donc avant les modèles de langage naturel d'IA et avant les nouveaux outils data qui sont sortis en fin des années 2010, c'était fastidieux, c'était rébarbatif, c'était ingrat. Je veux dire, il fallait mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il fallait dans des bases de données, rien n'était fait pour les exploiter facilement. Et depuis, c'est pas le cas, et c'est ce qu'on va voir, donc des nouveaux outils sont apparus. Donc voilà, je voulais bien parler de ça de façon un peu théorique au début, avant de rentrer un peu dans les établissements, pour porter finalement un jugement qui est que les établissements de santé, à mon sens, commencent seulement à s'emparer de l'enjeu de la data. Qu'est-ce que vous avez dans la plupart des établissements? Dans l'existant, vous avez l'utilisation d'outils que j'appellerais inefficaces, type Excel, type des requêteurs, genre Business Object, des choses comme ça. C'est-à-dire des outils qui ont plusieurs décennies et qui permettent quand même d'utiliser les données, d'aller les requêter, d'aller les exploiter. Mais on est très loin de la volumétrie dont on a besoin d'exploiter pour commencer à créer quelque chose de valorisant pour l'hôpital. Vous n'avez pas vraiment de compétences data bien identifiées. Très souvent, quand vous en avez, elles sont dans les services numériques. Donc cloisonnées, là aussi on retombe sur le fonctionnement des hôpitaux. Et puis vous avez très peu d'intelligence artificielle, des processus assez archaïques. Et donc qu'est-ce qui se passe? On aggrave la fragmentation des systèmes d'information de l'hôpital, parce que quand on touche un processus critique, on va prendre une solution tierce qu'on va payer, on va externaliser en gros. Alors qu'il y a un potentiel futur réel et dont l'établissement a encore du mal à comprendre l'enjeu, qui est ce qu'on a fait à Grenoble, finalement, monter des équipes dédiées à la donnée au sein des services, des gens compétents, on va reparler des nouveaux métiers, et utiliser beaucoup plus l'IA et commencer à faire des applications en interne, ce qui paraît un peu bizarre, parce qu'on s'imagine, quand on pense développement d'applications, on se dit il faut un informaticien ou il faut une prestation. Alors que non, pas du tout, plus du tout, en tout cas depuis 2 ans. En tout cas, c'est ce qu'on a, je pense, prouvé à Grenoble. Et alors, peut-être juste avant de passer à la slide suivante, dire quand même que je suis un petit peu dur dans mon jugement sur le fait que les établissements de santé commencent seulement à saisir l'enjeu de la data. Ils l'ont saisi sur une thématique, qui est la thématique de la recherche clinique. Et ça, étonnamment, les gens l'ont compris assez vite. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression du corps médical, particulièrement dans les CHU. Et les gens se sont dit, mais en fait, effectivement, on a toute cette donnée, mais c'est génial pour faire des études cliniques, pour identifier des cohortes de patients, pour faire des études longitudinales ou multicentriques, échanger, etc. Et donc, toute la matière grise des hôpitaux sur la question des données a été quand même capturée par cette question de la recherche clinique, qui a fini par prendre beaucoup de ressources. Et donc, c'est très bien, mais je pense que maintenant, il faut aller au-delà, on peut faire des choses... on peut aller beaucoup plus loin sur cette question. Alors, pour rentrer très concrètement là aussi, parce que ça peut paraître encore un petit peu évanescent tout ça, de quoi on parle quand on parle d'applications en lien avec la data ou de mobilisation secondaire des données en lien avec les processus des hôpitaux? Alors en fait, vous avez plein de processus dans les hôpitaux.
c'est évident ce que je dis, mais vous avez différents processus cliniques, administratifs, etc. Là, je vous en ai cité quelques-uns. Vous avez la gestion des lits, par exemple, c'est le truc critique à l'hôpital. Vous avez la gestion des poules de remplacement, la production de statistiques, le pilotage, qu'il soit clinique, médico-technique, etc. Et puis tout simplement les questions de fluidification de processus, de partage d'informations. Il y en a bien plus, évidemment, mais l'idée était de vous dire que qu'est-ce qui se passe en fait. Un hôpital, il est confronté, et qui n'utilise pas ces données, et il est confronté à la question de la gestion des lits. C'est un processus tellement critique que plus l'hôpital est gros, plus il va se dire c'est pas possible de gérer ça à l'ancienne sur Excel, c'est impossible. Donc là, on sort le porte-monnaie, on prend une solution informatique et on a un outil data en général, parce qu'il se base sur des données. Ce ne sont que des outils data, hein, les outils de gestion des liens. Quand vous regardez comment ils fonctionnent, c'est que de la data. Hein. Et donc là, on casque entre guillemets et on a un logiciel de gestion des liens. Quand on passe sur des processus très importants, comme la gestion des poules de remplacement, la production de statistiques pour les tutelles, etc., là, c'est pas crucial au fonctionnement de l'hôpital, mais il faut quand même les faire. Donc en général, très souvent, c'est là où on voit les productivités les plus faibles, puisque c'est des gens qui vont utiliser des Excel, qui vont, pardonnez-moi l'expression, galérer à remplir des chiffres, etc., etc. Sur les poules de remplacement, je vois à Grenoble, par exemple, voilà, c'est ça se gère à l'Excel, sur des Word. Enfin, c'est très très chronophage. Du coup, il y a 5 personnes pour gérer le truc, alors que peut-être que 2 suffiraient. Et donc là, on fait au mieux. Et puis un dernier type de processus. Donc là, j'ai parlé de la fluidification des processus de partage d'informations. En fait, on fait rien. C'est juste qu'on a accès à une donnée qui pourrait être utile, mais on n'en fait rien. Et le processus n'existe presque tout simplement pas. Je vais vous donner par exemple 2 exemples. C'est extrêmement simple de faire des écrans d'accueil aux urgences, par exemple, pour vous dire combien de temps, quel est le temps d'attente, etc. À la fois pour les patients qui arrivent, mais à la fois aussi dans les salles médicales pour expliquer, voilà, combien on a de personnes, quelle est la gravité, quel est le score French en moyen, enfin, quelle est la prévision. C'est assez simple à faire d'un strict point de vue développement, et pourtant, ça n'existe pas dans la plupart des établissements, ce qui est quand même très étonnant. Un autre exemple qu'on a eu à Grenoble, on avait par exemple le chef de service, le chef d'unité médicale du bloc IVG, qui en fait n'avait donc opéré ses patientes, les voyait 10 jours en post-op, et n'avait aucune idée de si ces patientes avaient une complication ou non entre l'opération et les 10 jours, et donc passer aux urgences gynécologiques. Pourquoi? C'est dans un autre bâtiment, un autre service, un autre DP, enfin un autre logiciel. Elle n'avait pas forcément accès au logiciel des urgences. Elle voyait que le dossier patient, on va dire, des services d'hospitalisation conventionnelle. Donc nous, on lui a fait très rapidement, ça nous a pris une matinée, on allait chercher les données qu'il y avait dans le dossier patient urgence, on lui a fait une application qui l'alertait quand elle avait une de ses patientes et qui lui disait, voilà, cette patiente, elle est venue, quel a été le diagnostic posé par l'urgentiste, à quelle heure, ça a duré combien de temps, est-ce que c'est grave, etc. Et donc c'est quelque chose, c'était très facile à faire. Et personne n'avait eu l'idée en fait de le faire avant, alors qu'on pouvait, en utilisant secondairement les données, le faire. Voilà, c'était un peu les exemples que je voulais mentionner, parce que tout ça, je pense qu'il faut que les gens commencent à le comprendre, et je pense que c'est en train de venir avec ce qu'on appelait nous à Grenoble la donnée du quotidien, c'est-à-dire comment mobiliser cette donnée pour en faire autre chose que un simple renseignement de logiciel. Donc j'arrive quand même sur le sujet des nouveaux métiers à l'hôpital, et donc avec des nouveaux métiers qui apparaissent et qui doivent se développer. Alors j'en ai pris que 2. Moi, je pense vraiment plus que de nouveaux métiers, c'est vraiment l'évolution de métiers existants. Et donc, c'est comme ça qu'on l'avait vu à Grenoble. Et c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs dans d'autres établissements qui se sont lancés dans cette démarche. Vous avez beaucoup de gens qui ont travaillé déjà sur la donnée dans les hôpitaux. On n'a pas attendu de nouveaux outils pour que les gens fassent des tableaux de bord, des choses comme ça. Et donc, c'est des gens qui ont souvent des formations de contrôle de gestion, etc. Et je pense que c'est des profils qu'il faut faire évoluer avec les nouveaux outils, donc aller plus vers des profils de data analyst, data scientist, donc qui sont certes des profils un peu plus en lien avec l'informatique, mais pas seulement. C'est aussi des gens qui sont formés à l'utilisation de l'IA, qui sont quand même plutôt cortiqués un petit peu différemment, et donc qui ont conscience de sans outillage, on ne pourra pas aller loin, et qui ont conscience qu'en fait l'outillage il est mais vraiment beaucoup plus facile à développer depuis 2023-2022 qu'avant. Ça, c'est une réalité. Et puis le deuxième nouveau métier, je pense, alors il n'y a pas vraiment de nom, j'ai trouvé qu'un nom anglo-saxon, ils appellent ça le citizen developer, c'est que quand vous comprenez que c'est très simple de développer un outil, une app, appelez ça comme vous voulez, avec les nouveaux outils, et grâce, même, soyons clairs, aux outils d'IA disponibles sur le marché, c'est-à-dire que vous pouvez, en langage naturel, à l'oral, coder une application en 1 heure, expérience vécue. Quand je dis une application, vous n'allez pas coder un dossier patient, qu'on soit bien d'accord, vous allez faire une petite application, comme je vous parlais, pour la chef de service de gynécologie, ou faire un écran d'accueil, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même très rapidement. Et ça, les gens n'ont pas conscience de ça. Et donc pour moi, les nouveaux métiers, qu'est-ce qu'un citizen developer? C'est une tendance qui se développe, en tout cas, dans le monde anglo-saxon. C'est des gens qui ne sont pas des informaticiens,
donc qui n'ont pas besoin d'avoir des compétences informatiques et qui sont au sein des processus à l'hôpital ou dans un EHPAD, peu importe, qui connaissent leur métier, qui connaissent le besoin, qui sont dans le processus à gérer et qui, pour une raison ou pour une autre, se mettent à développer des choses. Et donc, nous, on avait eu le cas, ça existe dans les hôpitaux, on avait eu par exemple ça à la stérilisation. Et je pense que ça va pas, quand les gens auront ce déclic, cette prise de conscience, ça va exploser. Et nous, d'ailleurs, à la NAP, on le voit. Par ailleurs, moi j'ai été étonné en arrivant à la NAP de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à développer des petits trucs justement grâce à l'intelligence artificielle. Donc des tas de petites applis qui ont un but très limité, très restreint, mais qui sont très utiles et qui ne nécessitent pas une énorme maintenance et ne nécessitent pas d'acheter du matériel, etc. Et ça, je pense, j'y crois vraiment parce que l'hôpital est de très loin le milieu où la donnée est la plus précieuse, la plus massive et la plus actionnable. Voilà, je voulais terminer là-dessus, sur ces nouveaux métiers. Très bien, merci beaucoup Sylvain. Ce que vous décrivez résonne vraiment avec ce que disaient Françoise et Mylène. Certains métiers sont transformés avec tout ce qui nécessite en termes d'accompagnement au changement. Mais vous montrez aussi qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent à l'hôpital avec votre exemple anglo-saxon, et ce qui nous fait penser à Sylvie qui a travaillé sur un panorama des métiers émergents à l'international. Et justement, Sylvie, vous aviez un exemple concernant l'univers data dans ce panorama. Ouais, c'est dingue, cette coïncidence. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que ce fameux panorama, je pense que très bientôt, il va être enrichi de au moins le nouveau métier Citizen Developer. Je trouve très intéressant. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais en janvier, donc, la NAP a publié un panorama des métiers émergents en santé. C'était en fait une recherche internationale, puisqu'on a la chance d'avoir une cellule de veille internationale à la NAP qui a trouvé au hasard de ses pérégrinations sur le web des métiers qui soit n'existent pas encore en France, soit ne sont pas encore dans le répertoire des métiers de la fonction publique. Donc c'est un peu le choix qu'on a fait. Donc juste pareil, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors celle-ci, par contre, on n'a pas de brochure, donc vous pouvez télécharger. Moi, je l'ai téléchargé, je l'ai imprimé. Ça ressemble à ça. Il y a 34 fiches métiers. Et là, pour aujourd'hui, on a fait un petit focus sur 3 métiers qui sont liés au numérique. Donc le premier, c'est ce métier qu'on appelle traditionnellement, beaucoup dans l'industrie, les key users. Un mot plus fun, c'est utilisateur. Ou super utilisateur. En fait, ça c'est le métier dont je peux le mieux parler parce que personnellement j'ai été key user dans mon autre vie d'avant. Donc en fait c'est quelqu'un du métier qui va être détaché de ses missions de base et devenir le référent du logiciel par rapport à tous ses collègues. Donc c'est la personne qui va participer à la mise en place du logiciel, faire les tests, vérifier le recettage, qui va former ses collègues, écrire les procédures, et donc qui est détaché de son équipe et qui vient intégrer l'équipe de la DSI. Et c'est des rôles qui existent, qui sont très très répandus à l'hôpital, qui ne sont pas identifiés comme ça. Et pareil, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le télétravail, pour les futurs DRH qui sont là, sachez que ça c'est aussi un outil de mobilité interne, d'attractivité, et de mobilité transversale pour vos personnels. Donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête, sachant qu'il y a quand même un sujet qui a une petite difficulté à l'hôpital, c'est que quand on est infirmière et qu'on devient key user, on doit quitter son métier d'infirmière. Donc avec les statuts, c'est un peu délicat parfois. Néanmoins, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et donc voilà. Très bien. Sur le key user. Et puis sur votre panorama, on a aussi des métiers qui sont très intéressants parce qu'ils sont en fait hybrides, c'est des nouveaux métiers, mais un mix entre des métiers existants et des métiers numériques. Voilà, donc ça, le métier dont je viens de vous parler, il a été observé en Suisse, mais il existe en France depuis très longtemps dans l'industrie, par exemple. Là, vous avez un métier ou un poste observé aux États-Unis. C'est l'infirmier en télésanté. Donc c'est un infirmier, mais qui est à distance. Il fait son métier de toujours, mais avec des modalités un peu différentes et l'aide du numérique. Et vous avez aussi, par exemple, le gestionnaire d'hôpital virtuel, donc observé aux États-Unis. Ça peut paraître un petit peu ésotérique, mais
ce qu'il faut voir, c'est que... Attendez, je cherche ma fiche parce que c'est écrit trop petit. Ça a été observé au Mercy Virtual Hospital, donc c'est quand même un grand hôpital américain, donc c'est pas une blague. Et il y a quand même 350 personnes qui travaillent dans cet hôpital virtuel. Alors, à titre personnel, j'ai un peu de mal à imaginer à quoi ça ressemble, mais c'est un système qui fonctionne. Il y a un hôpital virtuel avec des étages, des locaux, des couloirs, des pièces. Et c'est quelque chose qui doit donner à réfléchir, surtout quand on voit le prix de l'immobilier hospitalier. C'est sûr. Juste petit commentaire. Donc, sur les fiches, on a évalué, en fait, notamment pour ce qui est observé à l'étranger, la pertinence par rapport au système français et puis la facilité de transposition. Savoir que s'il y a des problèmes réglementaires, ça devient difficilement transposable. Et à l'inverse... Voilà. Combien de temps il me reste, Mathilde ? On est bon. On est bien, super. Et donc là, vous avez 34 fiches dans le panorama, bientôt 35. C'est revenu, on dirait. C'était revenu, je pense. Non, ah, ok, c'est revenu. Pour accompagner... Impeccable. Donc pour accompagner ce panorama, ce qu'on vous propose, c'est une petite méthode en 4 étapes. En particulier, comment je détermine les besoins. Je détecte qu'il y a un besoin de créer un nouveau métier dans mon établissement. Donc on vous propose de vous appuyer déjà sur la stratégie. Donc le projet stratégique de l'établissement, faire de la veille interne sur les événements indésirables. Je crois que j'ai un petit peu de détail. Veiller aussi une veille sur les métiers. Donc il y a le panorama de la NAP, mais il y a aussi les panoramas et les observatoires des OPCO. Donc une veille interne. Et en deuxième étape, une vérification de l'opportunité. En particulier, ce qui est important pour cette étape-là, c'est d'évaluer quand il y a des nouvelles activités qui sont réalisées dans l'établissement, d'évaluer la charge en fait et ce que ça représente par rapport à un temps plein. Si ce sont des activités qui représentent 20% d'un temps plein, il n'y a pas lieu de créer de poste ou de métier. Il suffit entre guillemets d'ajouter ces missions à un poste existant. À partir d'un certain pourcentage de charge de travail que vous pouvez choisir vous-même, si vous arrivez à 70-80% d'un temps plein, on peut commencer à réfléchir à la pertinence de créer ce métier. Ce qui est très important dans tous les cas, c'est la conduite du changement, c'est-à-dire un nouveau métier. Si vous implantez un nouveau métier dans votre organisation, il est fort probable que ça risque de frotter avec les personnes qui sont déjà en place. Ça peut aussi empiéter sur des choses qu'elles faisaient. Et donc, c'est très très important d'être clair sur les objectifs, sur ce qui va se passer, et à l'écoute de la réception et de l'accueil. Sur l'étape 3, qui est le recrutement, je m'attarde pas parce que c'est assez classique. Et la 4e étape, ce qu'on vous propose, c'est d'évaluer la pertinence en fait. C'est pas parce que vous avez décidé, mis en place une nouvelle activité avec une nouvelle personne qui est en charge de cette activité. Il faut pas faire l'économie de se pencher sur le sujet quelques mois après le début pour vérifier si effectivement c'était bien pertinent et si ça permet d'atteindre les objectifs qui étaient fixés. Et ne pas avoir peur de revenir en arrière et de dire bon, c'était pas une bonne idée. On est trop souvent ligoté par des décisions qu'on a prises et pour lesquelles on pense que ce serait mal vu de se déjuger. Et du coup, après, on continue avec des situations qui ne sont pas satisfaisantes. Pour vous aider à faire tout ça, on a aussi associé à cette fiche pratique un guide avec des questions et une checklist. Des questions à vous poser pour vous guider dans votre réflexion. Merci beaucoup Sylvie. Donc il est tout à fait possible de créer des nouveaux métiers si toutefois ça reste pertinent. Il me reste à vous remercier l'ensemble des intervenants
Une petite conclusion, c'est qu'en parcourant l'ensemble de vos témoignages, de l'imagerie aux fonctions support, de l'organisation à la data, ce qu'on voit bien, le fil rouge, c'est que le numérique n'est pas seulement une affaire de technologie, il transforme nos organisations, nos compétences, nos métiers et exige un accompagnement des professionnels. Sur toute cette partie accompagnement au changement et enjeux managériaux, c'est ce qu'on abordera sur la web émission du 5 novembre. Donc, connectez-vous dans quelques semaines. Et puis maintenant, nous allons ouvrir un temps d'échange et de questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle ou à distance? On va pouvoir regarder ça. Alors, peut-être je commence avec la question à distance. Il y en avait une pour Monsieur Delaire, savoir si vous connaissiez des exemples pertinents d'usage secondaire des données de santé ou des données organisationnelles dans le secteur médico-social. Pour moi, dans le secteur médico-social, ça ressemble beaucoup au secteur hospitalier sur tout un grand nombre de questions, puisque certes, il y a moins peut-être de processus au global, parce que les structures sont plus petites, mais je prends l'exemple tout simplement de la RH. C'est une chose d'avoir des données RH de planning, des données RH de paie, etc., d'être capable d'avoir des indicateurs un peu macro tous les mois, etc. Mais c'est autre chose d'avoir une vision sur une donnée beaucoup plus fine de son planning, heure par heure, etc., de pouvoir piloter, par exemple, beaucoup plus précisément et avoir une vision beaucoup plus grande sur quelle est réellement l'heure de présence par rapport au patient, pour aller beaucoup plus loin dans la finesse des analyses sur comment, par exemple, organiser les plannings. Nous, on l'a testé sur l'organisation des plannings, avoir une base de données et pouvoir exploiter des données. Parce que le planning, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si on va avoir quelque chose de juste, il faut à peu près une ligne par heure par agent. Donc imaginez le nombre le volume de données que ça implique. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur les EHPAD, par exemple, les outils, ce qu'on avait fait sur les hôpitaux, mais qui peuvent se faire sur un EHPAD, c'est par exemple la douleur, la prise en charge de la douleur. Vous avez des données qui sont renseignées, qui permettent d'avoir des alertes. Donc on peut faire des choses qui marchent avec, par exemple, quand il y a une fiche qui est renseignée, souvent c'est informatique, quand par exemple il y a une fiche chute ou ce genre de choses, c'est des choses que vous pouvez avoir, qui sont tout de suite analysées, en tout cas à Grenoble, ça avait bien marché, ça, et c'est tout à fait réplicable dans un EHPAD, sachant qu'à Grenoble, les outils qu'on faisait, ils étaient aussi utilisés par les EHPAD rattachés au CHU, c'est-à-dire que par exemple, tous les outils RH dont je vous parlais de suivi des plannings, ils existaient au sein des EHPAD. Donc moi, j'en vois beaucoup, j'en vois peut-être moins qu'à l'hôpital parce que le champ est moins large, mais pour moi, la problématique est exactement la même. Et je pense même d'ailleurs que, là je parlais citizen developer, mais l'avantage aussi de l'EHPAD, par sa taille un peu plus réduite, c'est que vous avez peut-être besoin que d'une personne qui s'empare de ce sujet et qui peut faire des choses assez incroyables. Je pense à un EHPAD autonome qui, grâce que ce soit à l'intelligence artificielle ou à ces nouvelles applications qui décident de s'y mettre, il pourra vraiment faire des choses, des applications très très utiles. Le pool de remplacement, c'est un bon exemple. Il y a forcément des pools de remplacement dans les EHPAD aussi. C'est exactement les mêmes problématiques. Et ça marche très très bien. Une application qui automatise les choses. Donc, moi, j'en vois plein. J'en vois plein. Pour moi, il n'y a pas de différenciation à faire. La question. Ouais. Là où en effet on a quand même beaucoup de logiciels où on a de la donnée, mais on n'a pas de moyen d'extraire cette donnée-là, soit parce que le logiciel à la base n'a pas permis ça, soit parce qu'on a des logiciels comme BO qui sont un peu jugés maintenant comme obsolètes, qui ne permettent pas de récupérer, ou parce que les tables de BO n'étaient pas efficientes. Aussi, c'est comment on peut récupérer ces données-là. C'est ça. Et du coup, c'est les fameux nouveaux outils dont je parlais. C'est-à-dire que, alors je veux pas être trop technique parce que c'est peut-être pas le but, et puis il faut pas non plus s'éterniser là-dessus. Mais en fait, on se rend pas compte finalement à quel point les logiciels, à partir du moment où ils existent, qu'ils soient gérés sur l'établissement support, si c'est en infogérance ou en local, les données, elles existent. Pour que le logiciel fonctionne, il a besoin de cette donnée. Donc elle est stockée, elle existe de toute façon, et de façon beaucoup plus massive que ce qu'on imagine. Encore une fois, bon, je peux pas rentrer dans le détail. Et donc avec les nouveaux outils. Vraiment, sans taper la moindre ligne de code, vous êtes capable de vous plugger à des tables, des choses comme ça. Et on l'a fait, moi par exemple, j'ai eu l'exemple à Grenoble, on est allé sur un hôpital, un petit hôpital, et pareil, on s'est connecté très très rapidement à ces bases, et de récupérer les données dont vous avez besoin. Et donc, effectivement, il y a un petit processus un petit peu fastidieux, mais il faut se rendre compte justement que la donnée existe. Et ce que vous dites est vraiment pertinent dans le sens où les gens n'ont même pas conscience que cette donnée existe et elle est exploitable, parce qu'on a encore cette vision. Quelle est mon interface, quelle est la médiation entre la donnée telle qu'elle est stockée et ce que je peux en faire. Et c'est pour ça qu'il y a tout un changement culturel à avoir, parce que la donnée existe et en fait elle est accessible dès maintenant, assez facilement en plus, beaucoup plus facilement que ce que les gens imaginent. Et je rajoute juste la question de l'IA, parce qu'avant on se posait la question, mais comment faire ? Il fallait avoir cette marotte, se dire,
ah tiens, je vais peut-être utiliser les données que j'ai dans mes systèmes d'information. Peu de gens se lèvent un matin sans être informaticien et se posent cette question. Maintenant, parce que c'est difficile, on ne sait pas comment faire, bon, ça paraît un mur insurmontable. Maintenant, encore une fois, vous avez, que ce soit Mistral, ChatGPT, peu importe, je vais pas le dire, vous lui dites, bah, j'aimerais faire ça, et il va vous expliquer, bah, prenez tel logiciel, c'est gratuit. En fait. Mais réellement, en très 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 peu de temps, vous pouvez arriver à faire des choses assez impressionnantes. Après, il faut quand même bien s'entendre aussi, il y a des questions d'accès, effectivement, il faut quand même aller s'entendre avec la direction informatique. Peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a une remarque justement à distance sur le low-code que vous évoquez, mais aussi parfois du no-code. Je ne sais pas si vous avez des exemples sur le sujet. Bah, le no-code, soyons clairs, en fait, alors, je pense que c'est même plus le no-code. Parce que alors, on peut faire des choses vraiment en no-code, c'est-à-dire se connecter à une base de données. En l'occurrence, je ne veux pas être trop sur des termes trop techniques, mais se connecter à une base de données, faire des calculs sans faire le moindre low-code, juste en cliquant sur des icônes, justement ces fameux logiciels qui existent. Bon, je ne vais pas le citer, il y en a quelques-uns. Mais pour moi, ce qui est encore plus intéressant, que le no-code, c'est encore plus que ça, c'est l'idée du code qu'on ne voit plus parce qu'en fait, il est plus généré par nous. Enfin, moi, par exemple, je n'ai jamais fait de formation informatique. J'ai une formation littéraire à la base. Je ne suis pas un geek particulièrement. Je suis incapable de me servir je ne suis pas très très bon avec un ordinateur en dehors des applications que j'utilise et que j'ai pu faire. Et donc maintenant, ça ne m'a pas empêché, là, par exemple, de faire, sur un langage que je ne connaissais pas, de développer une nouvelle plateforme interne. C'est l'IA qui a fait le boulot à ma place. Donc pour moi, le no-code, maintenant, il est là, quoi. D'ailleurs, il y a une expression, les anglo-saxons appellent ça le vibe coding, c'est-à-dire c'est vibe au sens, voilà, je suis un poète, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, et donc je parle, je décris ce que je veux faire, et le code est généré. Oui, alors la question de la protection des données, en fait, c'est une question, c'est une bonne et une mauvaise question dans le sens, effectivement, il faut se la poser, parce qu'à l'hôpital, on est sur des données de santé, des données personnelles, on a les deux, mais on n'a pas que ces données-là, déjà. Alors, il se trouve que moi, forcément, on s'est posé la question, on avait une autorisation CNIL pour l'entrepôt de données santé, on a fait venir la CNIL pour savoir si ce qu'on faisait était bien. Et en fait, on a été très étonnés de voir les réponses Puis on travaille évidemment avec un DPO. On a été étonnés de voir les réponses de la CNIL. Ils disaient, mais en fait, ce que vous faites, c'est-à-dire aller dans des bases de données qui existent déjà, parce que c'est des bases logicielles, on ne fait pas d'entrepôt, il n'y a pas d'Internet. Et juste interroger ces données, ça ne constitue pas un entrepôt de données santé. Vous n'avez pas besoin de faire une autorisation CNIL supplémentaire. Vous n'avez pas besoin. Enfin, vraiment, on a été assez étonnés là-dessus. Et je pense, ça c'est mon premier point. Mon deuxième point, je pense qu'il y a une lecture extrêmement extensive qui est faite du RGPD. Il se trouve que je commence à le connaître par cœur, parce qu'on me pose souvent cette question. Puis, donc, c'est que une donnée de santé, c'est quand même assez clairement défini. Et donc, ces données, elles sont pas... tant qu'on est à l'hôpital et qu'elles sont protégées et qu'elles sont accessibles que par les gens qui ont besoin de les voir, il n'y a pas de problème. Si vous faites... Je reviens sur l'application faite pour la chef de service du bloc IVG. En fait, elle n'avait accès, il n'y avait que elle qui avait accès à cette application. Évidemment, ce n'était pas tout le monde. Ah oui, au fait, tiens, on a eu un pop-up. Non, c'est évidemment. Et pourquoi ? Parce que cette personne avait déjà l'habilitation. C'était ses patientes, en fait. Elle voyait ses patientes, tout simplement. Et donc, évidemment, il faut faire à la fois très attention. Donc, on est très contraint et c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas non plus avoir une lecture complètement extensive au sens où on ne fait plus rien. Et c'est une lecture qui existe dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais on ne peut pas utiliser des données de bloc parce qu'on voit une date, heure d'entrée. » Vous savez, c'est un peu le sketch. Alors, je ne sais pas s'il est encore connu, ce sketch, mais c'était, je crois que c'était Jean-Marie Bigard avec la chauve-souris là, qui va rentrer dans un immeuble. Enfin bref, qui va faire ça, quoi ? Qui va se dire ah oui, je suis tombé par hasard sur une date, heure d'entrée au bloc opératoire, je vais lancer une enquête pour essayer, in fine, peut-être, après 5 jours d'enquête, de retrouver quel est le nom de cette personne, quoi, sachant que j'aurais juste l'information d'heure d'entrée au bloc. Donc, méfions-nous des lectures extensives qui brident justement le potentiel de valorisation des données. Oui, changer de métier. Alors, ça peut être une solution pour des personnes qui ont une inaptitude. On parle beaucoup de ça pour les postes d'accueil, par exemple. Et ce serait dommage de ne le voir que sous l'angle du reclassement et du faute de mieux, parce que ce sont quand même des métiers où il faut des compétences. Et donc, avant d'être une solution de reclassement, ce sont des personnes qui ont des compétences ou qui vont développer des compétences et qui vont remplir d'autres missions. Donc, les métiers là, qui sont dans le panorama sont soit des métiers qui évoluent. On voit bien que les secrétaires médicaux ne sont pas dans le panorama, mais on voit bien que c'est un métier qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 15 ans et qui va continuer beaucoup de changer. Donc, les métiers évoluent et le reclassement concerne des personnes.
Donc, on peut devenir key user, pas parce qu'on ne peut plus faire son métier d'infirmière, mais parce qu'on est super bon sur le logiciel. On est très bon pour transférer ses compétences, sur expliquer, être pédagogue, parce que je me suis pas attardée sur les compétences du key user, mais c'est pas une bonne infirmière, le key user. Si on parle de quelqu'un qui s'occupe du métier du logiciel pour les infirmières, c'est quelqu'un qui connaît très bien le logiciel, qui a des qualités relationnelles importantes, puisque c'est quelqu'un qui va devoir expliquer, donc pédagogue, qui va devoir faire des tests, donc quelqu'un de rigoureux, qui va devoir rédiger les procédures, donc pragmatique, qui a l'esprit pratique. Donc non, ce ne sont jamais des places de... Ça peut devenir une sortie de reclassement, mais c'est jamais d'abord du reclassement. C'est de la mobilité. Très bien, mais merci beaucoup, merci à nos intervenants. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et rendez-vous le 5 novembre pour la suite sur les enjeux managériaux et des retours concrets de terrain, de managers qui ont mis en place ces transformations dans leur service. Merci beaucoup.